Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du crédit, de la dette émergente, plus précisément, qui est la spécialité, une des grandes spécialités d'Iveo Capital Partners et son cofondateur, Michael Israël, qui est à mes côtés en plateau. Michael, bonsoir. Bonsoir Grégoire. On est quasiment à mi-parcours de l'année 2023. Oui, l'idée était de faire un bilan peut-être de cette première partie d'année et puis d'ouvrir sur les perspectives pour les prochains mois et les prochains trimestres. C'est le constat peut-être duquel on peut partir avec vous, Michael. Ce phénomène de divergence qu'on peut observer entre la dynamique des marchés de crédit dans le monde développé, États-Unis, Europe, et la dynamique du crédit des entreprises appartenant à la sphère émergente. Les spreads, comme on dit, les écarts de taux entre le monde développé et le monde émergent n'ont pas évolué de la même manière sur cette première partie d'année. Alors oui, c'est totalement vrai. Bon, alors je crois que les émergents en général n'ont pas la cote depuis le début de l'année. Les marchés actions sont largement moins performants que les marchés actions émergents, moins performants que les marchés développés depuis le début de l'année. C'est vrai aussi dans les obligations. Et on a assisté à de l'écartement de spread. Alors c'est marrant parce que depuis 2 semaines, là, ça change en train de changer fort. Ouais. On dirait que le train est reparti très fort et donc il y a des bonnes nouvelles sur les émergents et les performances sont vraiment en train d'accélérer. Mais jusqu'au 30 mai, il y avait des écarts assez spectaculaires qu'on ne voit pas toujours. On avait d'un côté de la compression de spread sur les pays développés, et notamment sur le high yield US, parce que vous savez que sur les émergents, c'est un petit peu la logique, qu'est-ce que j'ai d'abord chez moi ? Et puis quand c'est plus assez bien chez moi, qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin ? Et donc normalement, les US drive un peu finalement ce qui va se passer sur les émergents, surtout pour nous qui sommes sur les obligations dollars. Ouais. D'accord ? Et on a vu de la compression de spread tout au long de l'année, depuis le début de l'année, et donc des performances relativement positives, puisque si vous avez de la compression de spread, vous avez les prix des obliques qui augmentent, et les coupons, tout ça mis bout à bout, 6 mois de coupons, ça fait des performances assez jolies à regarder pour les pays développés. Et c'est moins le cas sur les pays émergents, parce qu'on a eu des écartements de spread au point d'effacer des coupons encore plus élevés que ceux qu'on a sur les... Voilà. Donc, en fait, à fin mai, on avait effacé, avec l'écartement des spreads, on parle quand même de plus de 100 BP d'écartement de spread à un certain moment de l'année, au point d'effacer les coupons qui avaient été encaissés, parce que les entreprises performent, elles payent leurs coupons. Donc il y avait vraiment une divergence réelle, quoi. Qu'est-ce qui a pu motiver effectivement cet écartement un peu sévère, un peu sérieux, tel que vous le présentez, Michael ? Alors jusqu'au 30 mai, on parlera de ce qui se passe depuis le début du mois de juin ensuite, mais qu'est-ce qui a pu motiver effectivement cette divergence ? Alors moi j'aime bien dire ça, c'est que si vous aimez les marchés imparfaits, parce qu'il paraît que les financiers cherchent les imperfections, les inefficiences, bienvenue. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on vous raconte à chaque fois, c'est-à-dire que ça dépend de ce qui se passe sur les souverains. Et donc, depuis le début de l'année, ça s'est allumé à pas mal d'endroits au niveau souverain. Et il y a eu la contamination. Si je vous dis la Turquie, vous en doutez, il y a eu les élections. À un moment donné, au 30 mai, on était à plus 170 BP d'écartement de spread sur le souverain. Mais évidemment, tout le corpo a été emporté. Vous avez des grands pays comme la Colombie. Pareil, plus de 130 BP. L'Afrique du Sud, quand il y a eu l'histoire des ventes d'armes à la Russie, c'est un gros écartement de spread sur le souverain. Donc il y a eu cette contamination et assez marquée depuis le début de l'année sur les codes postaux. Puis il y a aussi le problème chinois du real estate, etc. Il y a eu plus de 600 BP d'écartement de spread encore sur la première partie de l'année. Parce qu'on n'en parle plus du tout. Enfin, on n'en parle plus du tout. Mais le problème, non seulement est loin d'être réglé, mais il est encore en cours. Il est encore en cours. Et bon, évidemment, c'est très volatile. Maintenant, il y a un autre sujet technique qui est intéressant parce que là aussi, c'est pas lié aux fondamentaux. C'est comment vous avez dit, des inefficiences. Oui. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans les actions émergentes, parce que c'est la meilleure analogie pour comprendre ce point-là. Si vous êtes dans les actions émergentes, les émergents, c'est un pot pourri. On a mis un peu tout là-dedans et on sait qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Bon. Quand vous êtes dans les actions émergentes, si vous n'êtes pas positif sur la Chine, vous pouvez acheter un ETF sur le MSCI India. Depuis quelques mois, c'était un peu le play. Les gens étaient négatifs sur la Chine, positifs sur l'Inde. Et donc, en termes de flux, ce n'est pas parce que vous êtes négatif sur les émergents que tous les pays sont affectés de la même manière en termes de flux. Très clair. Mais vous ne pouvez pas faire ça sur les obliques. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si vous voulez demain dire, moi, je suis positif sur l'Inde, je voudrais acheter un ETF sur les corpos émergents indiens, ça n'existe pas. Donc, vous ne pouvez acheter qu'un seul ETF.
Et donc, on a eu les flux contre nous, parce qu'il y a quand même eu des mauvaises nouvelles sur la Chine notamment, que ce soit la géopolitique, en parlant de l'économie. Eh bien, vous avez tout l'émergent qui n'a pas de flux. Voilà, donc Non, mais c'est intéressant, c'est presque un sujet industriel. Il y a un manque de finesse dans l'offre de produits sur la dette émergente qui rend les choses beaucoup plus difficiles, en tout cas à piloter finement. Oui, exactement. C'est comme il n'y a pas d'ETF. Je parle des ETF parce que c'est quand même aujourd'hui dans les autres marchés. C'est ce qui drive beaucoup de liquidités, bien sûr. Et bien, comme il n'y a pas d'ETF au niveau granulaire, au point d'être dans les pays, on se retrouve toujours dans le pot pourri. Je comprends. Et si vous aimez les indifférenciations, là, vous êtes en plein dedans. Très important de comprendre ça pour comprendre comment le marché, cette partie-là du marché fonctionne. Et c'est très propre à cette classe d'actifs. Parce que... Bon... Donc ça, c'était jusqu'au 30 mai, voilà. Mickaël. Depuis le début du mois de juin, vous dites, le phénomène semble se renverser. En tout cas, il y a un rattrapage de la dette émergente, des spreads émergents qui commencent à se resserrer. Mickaël. Tout à fait, exactement. Donc on a vu là un bon resserrement des spreads. Alors on a encore de la marge. Pourquoi on a encore de la marge ? On a de la marge en absolu parce qu'on est au-dessus des 500 BP. On était passé bien au-dessus des 600. Évidemment, quand vous êtes prêteur, vous aimez prêter quand l'argent est cher. Et quand on était à 600, là, les gens sont un peu plus hésitants, mais c'est là où c'est plus intéressant, évidemment. Et à 550, on est encore dans une zone qui n'est pas inintéressante. Mais là où c'est plus intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au high yield US. Les gens nous trouvent intéressants s'il y a un extra rendement par rapport au high yield US. Et là, pour le coup, c'est intéressant. On est vraiment, si vous regardez par rapport à la médiane, on est 2 fois... 2 écarts types au-dessus. Exactement. On donne le double de du spread habituel, enfin d'écart habituel entre les deux. Donc ce qui est possible, c'est qu'il y ait encore du chemin de compression de spread pour venir se remettre au moins à la médiane. Et là, on parle de à peu près 50-70 BP encore, assez facilement. Et puis si les spreads US continuent à baisser, là, il y a encore plus de chemin possible à faire. Qu'est-ce qui va motiver ce scénario que vous décrivez, Mickaël, ou à l'inverse ? Quel est le risque que le scénario se déroule pas comme prévu au-delà des quelques semaines du mois de juin qui montrent effectivement qu'il y a un redémarrage assez fort d'appétit pour la dette émergente ? Bon, alors d'abord, c'est que, on va dire, la très macro mondiale, elle se déroule idéalement pour les obligues. C'est-à-dire que finalement... On va pas avoir on n'est pas dans un scénario d'une énorme récession et le mur en face de nous. Et donc, on va dire que les sociétés, le segment high yield, qui est supposé être plus vulnérable, c'est un peu le scénario idéal. C'est-à-dire s'il n'y a pas une grosse récession, il y a du rendement, les entreprises peuvent passer ça et vous êtes bien payé. Et comme je le disais de temps en temps, en plus, c'est des scénarios intéressants pour les prêteurs parce que on n'a pas les lunettes roses, donc les sociétés ne sont pas en train de faire des plans d'investissement, etc. Elles sont pas sont pas dans l'endettement, mais plutôt dans le désendettement. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se produire. L'histoire des taux et de l'inflation, là aussi, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Et puis sur la courbe américaine, on disait elle est peut-être un peu plus en avance que l'européenne. Aujourd'hui, on se dit pourquoi pas. Donc là aussi, il y a peut-être une désynchronisation. Bon, tout ça, ce sont des ingrédients parfaits pour les obligues émergentes, pour les obligues en dollars, et pour les émergentes, c'est très positif. De manière plus générale encore, il y a ce concept, pour bien comprendre l'intérêt de l'obligataire, de la dette d'entreprise, notamment aujourd'hui, mais émergent ou développé. Il y a ce concept de valeur embarquée, c'est ça que vous développez, Mickaël, parce que certes, les rendements sont attirants, surtout pour toute une génération qui n'a pas connu des rendements de ce niveau-là. Alors, il faut regarder, corriger de l'inflation, rendement réel, etc. Mais c'est vrai que les rendements sont intéressants. Mais encore une fois, quand je fais le bilan à mi-année, à la fois, j'ai des actifs risqués type actions qui ont très bien rendu. On est sur des perfs à 2 chiffres, plus 15% même pour le marché américain. Donc de ce point de vue-là, le risque ultime a quand même très bien payé. Et puis, à l'inverse, j'ai des produits monétaires, des produits bancaires, des produits de cash dont on ne parlait absolument plus, qui redeviennent une classe d'actifs également en concurrence. Alors là, pour du sans risque, mais avec des rendements, justement pour du sans risque, qui sont quand même très appréciables. Et au milieu de ça, on ne sait plus trop si l'obligataire est vraiment intéressant ou pas, Mickaël. C'est un bon diagnostic. C'est un bon diagnostic. On est pris en étau un peu par tout ça. Et en plus, les perfs depuis le début de l'année de l'obligataire, même les développés qui ont bien marché, comme le reste a très bien marché,
bah, ça paraît... Je dis, mais mince, on m'a dit d'aller sur les bonds, mais en fait, c'est les actions que j'aurais acheté. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire on est mal habitué. Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le principe des obligations, moi je prends souvent aussi cette analogie, j'aime bien les analogies, donc on va dire que c'est un petit peu comme vous prenez une gourde, d'accord, et vous la remplissez d'eau, et on va dire que cette eau, c'est votre rendement futur. Hein. D'ailleurs, c'est une bonne analogie parce que c'est ce qui va vous donner votre rentabilité de demain, votre survie de demain. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un énorme crack obligataire, on a eu des écartements de spread, et donc on a rempli la gourde, on l'a bien remplie, elle s'est bien remplie. Hein, c'est un peu tout ce que tout le monde vous dit, le retour des obligations, il est là, il est vrai. Les gourdes se sont remplies, et significativement, et selon comment on construit les portefeuilles, avec du high yield, de l'investment grade, de la duration, pas de la duration, mais de la valeur, il y en a, ça c'est sûr. Seulement, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu ces moments-là où on avait re-rempli la gourde, ben, on a réglé ça immédiatement par des banques centrales qui ont, hop, trouer la gourde et toute l'eau est retombée d'un coup, et tout ce rendement futur qu'on avait pris, ben on le touchait tout de suite. Hein, nous, un de nos fonds a fait 19% une année, c'est quand même pas des performances obligataires. Ah oui, sur le marché obligataire, oui. Exactement, et ce ne sont pas les performances qui étaient annoncées. Ça n'a rien à voir avec le rendement, donc ça n'affichait pas 19% de rendement. Les gens sont habitués à avoir eu le rendement tout de suite, et comme là, ben, tout simplement, on a évidemment rechargé en valeur embarquée, mais on n'a pas trouer la gourde, et qu'on va peut-être toucher ce rendement le même, mais plus durablement, ben, c'est des notions qui sont un petit peu à court terme. Je comprends tout à fait. Voilà. Ce qu'on pouvait obtenir en un temps très réduit en termes de rendement, on l'obtiendra toujours, mais sur une période capitalisée, sur la durée de vie de l'obligation ou de l'investissement obligataire. Et si vous vous mettez over the period, comme on dit, bah, je peux vous dire, je le redis, mais là, et vous regardez vraiment cette valeur qu'il y a dans la gourde, ça va être dur à battre. On parle de portefeuilles obligataires qui ont entre 30 et 50% de rendement embarqué. Même si vous mettez les frais, les défauts et tout ce que vous voulez, en net de net, ça commence à faire des rendements très sérieux. C'est la réalité, c'est dans la gourde. En combien de temps et quand elle va être servie, comment? Ça, c'est l'histoire qui va le dire. Non, mais ça, je pense qu'on a été mal habitué à plein de choses. Ça prend un peu de temps de se déshabituer ou de se réhabituer à quelque chose de plus normal, mais c'est en cours. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci de venir nous éclairer sur ces sujets obligataires. La dette émergente, je le rappelle, qui est la spécialité d'Iveo Capital Partners. Vous êtes cofondateur de Iveo Capital Partners. Mickaël Israël, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.